Très bien. Parfait. Je crois que j'ai affaire à C'est des possible que ça tombe dans les professionnels. mains. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission live qui décrypte le personal branding. Aujourd'hui, on est avec David Chavanou, fondateur de la société de l'agence immobilière Dovimo et de la start-up Quenzi. David, tu fais quoi en ce moment? Parle-nous un peu de tes divers projets. Ouais, bonjour Émile, bonjour à tous. En ce moment, je suis, comme tu l'as dit, j'ai deux sociétés sur lesquelles je travaille. Une qui est un peu plus ancienne, qui est une agence immobilière, qui a une petite équipe on est 8, qui est bien cool, et qui est maintenant installée et qui fait sa vie. Et à côté de ça, avec un associé, Draltan Marin, on a cofondé Quenzi, qui est une start-up dans le financement participatif, dans le crowdfunding, et qui est encore dans sa phase de création, qui n'est pas encore lancée. Ok. Et puis deux, trois petits projets annexes à côté, mais de quoi s'occuper le reste du temps. Comment on a la volonté de créer une société alors qu'on a déjà une boîte qui tourne et qui nous occupe? C'est quoi le moteur d'entreprendre? Ouais, alors, je pense que c'est différent chez chaque personne. Moi, je sais que je m'ennuie vite dans ce que je fais. Donc, c'est paradoxal parce qu'en fait, la première boîte que j'ai montée, donc l'agence immobilière, qui est une agence immobilière en ligne, qui a 6 ans, je m'éclate toujours dessus, c'est super sympa. C'est plus par les gens maintenant que je m'éclate. Mais par contre, les choses sont un peu plus installées, les évolutions sont un peu plus lentes, la structure grossit, après les choses changent moins. Du coup, je pense que c'est le besoin de nouveauté, de partir sur de nouveaux projets. Puis après, c'est des rencontres. J'ai rencontré mon associé avec qui ça a matché tout de suite sur un joli projet, donc on est parti là-dedans ensemble. Un peu comme peut-être ce qui se passe avec Kiss. Voilà. Il y a pas mal d'entrepreneurs, je pense, ont cette évolution de commencer sur un projet, puis en fait, on prend le virus après. Et comment tu organises ton temps, vie pro avec tes deux boîtes et vie perso à côté? Alors, mal. Non, il y a des petits outils pour ça, il y a des tonnes de bouquins qui donnent des conseils divers et variés. Moi, l'outil qui me sert le plus, c'est la méthode GTD. C'est un bouquin de David Allen, qui est un bouquin d'organisation qui a une dizaine d'années. Mais je sais que tout le monde n'accroche pas avec ça. Enfin, après, la seule chose, c'est d'être bien organisé, de ne pas perdre de temps, quoi. Donc, et de vouloir peut-être bien s'organiser aussi. ouais, voilà. En fait, après, il y a des gens qui aiment bien vivre dans le bordel. Il y a des gens qui sont très créatifs, qui vivent. C'est les gens, quand tu vas voir leur bureau, qui ont des piles de trucs et qui savent exactement où tout se trouve. Alors moi, je peux pas bosser comme ça. Moi, j'ai besoin de m'organiser, donc j'ai deux, trois outils, deux, trois petites techniques. Il y a la technique des 2 minutes. Si tu as un truc à faire qui dure moins de 2 minutes, fais-le. Réfléchis même pas quand tu vas le faire, fais-le tout de suite. Il y a deux, trois petits trucs comme ça. Et puis après, tu apprends à aller à l'essentiel. Pour organiser mon temps, il y a un truc très simple. Je réponds plus au téléphone. Bon, bah déjà, tu gagnes 1 heure par jour. En fait, le téléphone, voilà, si j'ai des copains qui me voient maman, si tu me vois, je réponds pas au téléphone, sauf si c'est un appel que j'attends spécifiquement. Et s'il n'y a pas de message, si la personne m'a appelé, ne m'a pas laissé de message, c'est que c'était pas si important que ça. Donc en général, il n'y a même pas à traiter. Bon, c'est des petits trucs comme ça. Regarder ses mails pas toutes les 5 minutes, mais juste 3-4 fois par jour. Des petites choses comme ça, puis après, c'est l'organisation. Mais après, le temps n'est pas extensible. Après, c'est une question après, de temps qu'on passe sur ces différentes activités, quoi. Mais bon, ça se fait. Ok. Parlons un peu de ton parcours, on va dire, de ton diplôme et ton premier job jusqu'à justement arriver à cette phase entrepreneuriale avec Dovimo. Alors moi, j'ai un parcours scolaire plutôt classique et un peu ringard, j'ai envie de te dire. J'ai fait une école d'ingé parce que j'étais bon en maths et qu'à l'époque, on dit fais ça parce que ça va être cool. Après, j'ai fait une année d'école de commerce parce qu'on disait c'est cool, fais ça, tu vois, ça va être génial. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui font partie de la trajectoire, mais en fait, qui servent à rien. Depuis le début, je sais que je suis fait pour monter des boîtes, je suis pas fait pour bosser dans une grosse structure. J'ai beaucoup de mal avec la hiérarchie, avec ces choses-là. Donc, en fait, j'ai eu ma vie d'avant l'entrepreneuriat, où j'étais ingénieur, où je bossais dans plusieurs sociétés, jamais très très longtemps. Je disais que je m'ennuie vite, et donc voilà. Et après, il y a la vie après. La vie après, c'est être à son compte, c'est monter les structures. Ça me correspond beaucoup plus. Toute cette partie avant, en fait, je pense qu'on est beaucoup dans notre génération à se poser des questions sur le sens de ce qu'on fait, sur notre job, ou à faire des erreurs comme ça de parcours. Je sais qu'on met en général jusqu'à ses 20 ans où il y a peu de gens qui ont la présence d'esprit ou l'intelligence en fait de se poser les bonnes questions. Moi, je l'avais pas en tout cas. Donc j'ai suivi le parcours de base, quoi. Et en fait, c'est pas du tout optimal pour quelqu'un qui a envie de se mettre à son compte, qui a envie de se lancer. Mais bon, voilà, faut pas cracher dessus, on apprend plein de choses. Une école d'ingé, tu ressors, t'as quand même... De la gamberge.
En fait, tu as des outils en tout Ouais. cas. Tu sais rien quand tu sors de l'école, même si tu as fait 5 ans ou 6 ans d'études après le bac, tu sais rien, mais tu as des outils. Tu sais où aller chercher de l'info, tu sais comment l'utiliser. Voilà. Et donc toute cette vie d'avant, en fait, elle est loin derrière maintenant. Et, et après, c'est l'entrepreneuriat. C'est un jour, j'ai pété un câble vraiment. Enfin, à l'époque, j'étais ingénieur chez Areva. Je redémarrais des centrales nucléaires. Et bon, j'étais déjà en surchauffe de ce système-là. Puis un jour, il y a un incident qui m'a fait aller voir mon boss et lui dire écoute, on va s'arranger, je vais partir de la société, on va trouver une solution pour faire ça avec le moins de casse possible, mais j'arrête, je peux plus bosser pour toi. Et puis 3 mois après, j'étais dehors avec l'envie d'entreprendre, mais pas de projet. Donc après, ça s'est fait après au fil de l'eau. Ouais. Donc après, premier projet agence IMO. Et puis, comme je te dis, après, je pense qu'on a le virus. Donc l'agence IMO, c'était mon premier projet d'entreprise où j'ai fait à peu près toutes les conneries qui étaient... tu sais, quand tu lis un bouquin, quand tu vois des gens par qui mais ça je ferais pas cette erreur-là, je suis pas si nul quand même, j'ai compris. Non, tu fais toutes les conneries. Et c'est génial, du coup j'ai fait plein de boulettes avec cette boîte, mais elle est encore en vie et elle tourne plutôt pas mal en ce moment. Du coup, c'était une super école et ça reste un projet qui est encore d'actualité, qui continue de grossir, donc qui est très sympa. Puis la deuxième, on est vraiment plus sur quelque chose de... Autant la première, c'est une création d'entreprise, la deuxième, c'est une start-up. Ouais. L'entreprise, tu montes une boîte dans l'immobilier, même si tu veux innover, il y a déjà un marché. Tu sais que tu as déjà des clients à aller chercher. Une start-up, tu crées un truc, tu sais pas trop où ça va aller, tu sais pas s'il y a tu penses qu'il y a un marché, tu vas le tester, tu te dis oui, ok, il a l'air d'être là. Mais au final, tant que c'est pas lancé, tu sais pas. Donc voilà un peu ma vie, mon œuvre. Quand tu parles d'aventure humaine pour Dovimo, souvent, d'ailleurs, on te l'a, vu qu'on s'est côtoyé pas mal de fois, on te l'a souvent dit, on a beaucoup de clichés sur les agents immobiliers, sur le monde de l'immobilier en général. Donc, t'en joues beaucoup, mais finalement, comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose d'humain, de positif C'est quoi les clichés dont tu parles? Je sais pas moi, par exemple, que c'est que pour l'argent, que vous jouez finalement sur une relation difficile entre proprio et locataire, et voilà, et qu'au final, celui qui s'en sort toujours entre guillemets vainqueur, soi-disant vainqueur, je laisserai les gens juger, c'est l'agent immobilier, c'est voilà. En fait, j'avais fait un peu le même constat, enfin j'avais un peu les mêmes clichés que toi en tête quand j'ai monté la boîte, c'est-à-dire que j'avais quitté mon employeur, je savais que j'avais en gros 2 ans de chômage devant moi pour me construire une nouvelle rémunération et une nouvelle société. Et je savais pas du tout, j'avais plein de 1000 idées en tête, mais rien de vraiment très concret. Et mon seul critère de sélection de quel va être ce projet, c'était je vais aller dans un milieu qui est bien ringard, où il y a des choses à changer. Et à cette époque-là, je venais d'acheter mon appartement, et l'agent qui m'avait vendu l'appartement, c'était un peu le cumul de tous les clichés que tu peux avoir en tête. Tu l'imagines bien, le mec, très beau parleur, qui est toujours en train de te trouver l'argument. Et c'était du coup le déclencheur pour moi de me dire allez, je vais aller dans ce milieu et puis je vais essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus... tu l'as dit, c'est surtout d'un peu plus humain. Ouais. Et après d'un peu plus moderne dans la manière de fonctionner, parce que c'était quand même vraiment... je te parle de ça, c'était il y a 6 ans, c'était encore... toutes les agences n'avaient pas de site web. Et alors les outils digitaux, on n'en parle pas, la numérisation, on n'en parle pas, enfin bon. Et après, une fois que tu es dedans, tu fais un peu moins ton malin, parce que tu vois que déjà, il faut faire aussi bien que ceux que tu critiques, donc déjà rien que ça, c'est du job. Et en plus d'essayer de le faire avec des valeurs que tu veux apporter ou avec des méthodes et des outils que tu veux apporter, c'est encore plus compliqué. Donc en général, ça remet les pieds sur terre, la première création d'entreprise, ça te désacralise pas mal de choses. Et du coup, en fait, j'ai découvert... Mais les clichés, alors je ne veux pas tomber dans les il n'y a pas de fumée sans feu, etc. Les clichés, ils sont là pour une bonne raison. C'est que l'immobilier, surtout la transaction dans l'ancien, c'est un milieu où jusque dans les années 2000, il y a des gens qui se gavaient, qui ont fait des fortunes en étant très mauvais dans leur métier. Après, il y a eu des crises. On a eu des crises successives. Moi, j'ai monté l'agence 1er janvier 2012, ce qui est à peu près le timing le plus pourri que tu puisses imaginer pour monter une agence, parce que c'est le moment où elle fermait toutes. Mais du coup, il s'est passé quelque chose d'assez sain, c'est que le marché, c'est un peu... Enfin, je pense que le niveau de professionnalisme a quand même un petit peu monté. Ouais. Les mecs qui vraiment faisaient ça à l'arrache. En fait, ou alors ils ont arrêté, c'est juste qu'il faut se rappeler ce que c'était qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, tu avais des gens dont c'était pas le métier, mais qui, parce qu'ils connaissaient machin, puis qu'ils connaissaient un agent IMO, ils les mettaient en relation, puis ils baratinaient 2-3 trucs, etc. Puis ils prenaient 20 000 balles, quoi. Aujourd'hui, ça semble irrationnel.
Et j'aime à croire que ça a quand même pas mal changé, que le marché s'est rationalisé. Il y a des plateformes internet qui font le job. Donc aujourd'hui, aujourd'hui le marché, c'est la moitié c'est les particuliers, l'autre moitié c'est les pros qui font les transactions. Le marché des particuliers, il est intéressant parce que, alors pour les pros, on se dit c'est un terrain à conquérir, c'est des gens à les chercher. Mais en fait, ce marché, il est surtout intéressant pour dire ça, c'est les gens qui n'ont pas besoin de nous parce que ce qu'on fait, c'est pas bien. Aujourd'hui, si je vends un appartement et que je passe pas par une agence mais que je le vends en direct, parce que l'agence m'apporte rien. Aux agences de s'adapter pour apporter. Donc, dans de l'accompagnement, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste de balancer une annonce et de faire des visites. Il faut pouvoir donner des conseils sur du crédit, sur de l'urbanisme. Il faut être beaucoup plus complet dans nos métiers. On recommence à prendre soin des clients qui ne sont plus des vaches à lait parce qu'ils ont d'autres options. C'est ce qui se passe, mais c'est ce qui se passe chaque fois qu'une techno, qu'un nouvel entrant vient de bouleverser un marché. Tu as les taxis, a priori, de ce que j'ai compris dans la dernier article que j'ai lu, le niveau de prestat des taxis a largement augmenté depuis 2 ans parce qu'ils ont été pas mal bousculés. Ça oblige à se remettre en question et à faire les bons choix, quoi. Donc, mais bon, ça reste un milieu quand même, l'immobilier. Donc il y a des clichés, oui, ils sont là pour une bonne raison souvent. Et je t'avoue que j'ai quand même beaucoup de mal avec une bonne partie de mes confrères. Ouais. Il y a une partie qui sont jeunes, ouverts et ça se passe bien. Il y en a qui ont quand même des réflexes, des manières de travailler, des manières de réfléchir qui ça collera jamais, ça pour le coup. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et on arrive à vendre en polo et en basket. Bien sûr, heureusement. En fait, on a une règle dans le recrutement, dans l'équipe. Alors, on n'est que des indépendants dans l'équipe. Ouais. On est 8 indépendants. Il y a 0 salarié, même moi, je ne suis pas salarié de la structure. Et la règle de base du recrutement chez nous, c'est n'avoir jamais fait d'immobilier avant. C'est la seule règle. Du coup, on sort tous ces clichés Enfin, c'est ridicule d'arriver, je vais aller vendre un appart à 200 000 euros à un client qui gagne juste raisonnablement sa vie, un vendeur qui la gagne raisonnablement, et moi je vais arriver en Porsche Cayenne et en costard. Alors déjà, nous, on ne peut pas se les payer avec notre agence. Peut-être qu'on n'est pas assez bon on ne gagne pas assez d'argent, mais on ne peut pas se les payer. Puis surtout, enfin, c'est juste, notre boulot, c'est de la mise en relation et du service. On n'est pas là pour essayer de représenter de faire miroiter une valeur. Enfin, je trouve ça complètement dépassé. Donc, j'ai jamais. La seule fois où je vois en général les gars de l'équipe en costard, c'est le premier jour pour un entretien. Et encore, il y en a qui sont arrivés en polo et basket les premiers jours. Et après, bien sûr, plus jamais, quoi. En fonction, voilà, si tu vas avoir un bien à 3 millions d'euros, tu mets une petite chemise, quoi, au pire. Mais bon, mais grand max. Hein. Et non, il faut être soi-même. Là, il faut sortir de ces vieux clichés, justement. Le cliché de l'agent immobilier, c'est aujourd'hui, moi, en tant que client, moi, je préfère avoir un gars qui arrive en polo en basket et qui connaît son métier. Et quand je parlais avec lui 10 minutes, j'ai compris qu'il allait m'apporter quelque chose. Qu'un gars en costume avec une petite mallette qui représente très très bien sa structure, mais qui représente pour moi l'ancien monde et qui n'a pas forcément une grosse valeur ajoutée, quoi. On est arrivé un peu au bout de cette image aussi. Parce que je pense qu'à une époque, on ne pouvait pas faire confiance à un agent immobilier qui n'était pas impeccable, tiré avec un lapin, quoi. En fait, il y a les seuls métiers, je pense, où ça fait quelques temps que le dress code a complètement changé, c'est les métiers de la création, les métiers desquels tu es issu. Mais je pense qu'il y a encore 10 ans, même dans les métiers pas forcément de la vente, il fallait quand même aller en costume. Dès que je vais voir un client, je venais en costume, etc. Enfin, moi, quand j'ai commencé à bosser à Paris, je faisais de la vente. J'allais voir des clients, j'allais voir Renault, PSA, etc. J'y allais avec mon petit costard. C'est ridicule, ça n'a aucun sens, mais j'y allais avec mon petit costard parce que c'était le dress code. Et je sais pas si ça a changé chez eux, mais en tout cas, quand tu bosses en B2C, ça n'a aucun sens. Et en B2B, dans les petites boîtes, aujourd'hui, les petites sociétés, entre nous, les startups ou les petites PME, c'est des choses qui ont quand même bien changé. Et c'est un monde qui est en train il disparaît de lui-même, en fait. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. Les modèles ont changé. Et donc pour ta nouvelle société, Quenzi, parle-nous un peu de l'aventure humaine. Comment tu as rencontré ton associé et à quel moment en fait tu t'es dit avec ce mec je suis prêt à aller chercher un nouveau marché, aller créer un nouveau besoin et affronter tous ces... alors tu sais, l'association, des fois ça te tombe dessus, tu le sens pas venir, et il y a un mec derrière la caméra là, qui est peu recommandable, et pourtant c'est ton associé. C'est nous, l'aventure, ça s'est fait. On s'est rencontrés dans un espace de coworking. Ma première boîte était dans un espace de coworking lyonnais qui s'appelle La Cordée, et donc qui était un mélange d'indépendants, d'entrepreneurs, et voilà. De chômeurs. De chômeurs en recherche, de graphistes escrocs, il y a un peu de tout. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Et des gens qui ont des métiers farfelus, des consultants, un peu tout et n'importe quoi.
Mais c'est un mélange très cool. Et du coup, il y a un gars qui est arrivé, il parlait pas bien français, enfin il parle bien français mais avec un accent pourri, qui bossait sur un projet mais on savait pas trop quoi, donc on a sympathisé en buvant le café. Et il se trouve que c'est devenu mon associé, c'est Draltan Marin. Donc au début je vois ce bonhomme, un barbu qui arrive, machin, qui dit ouais je bosse sur un réseau social et tout, je me fais super, encore un geek qui va nous parler de ces machins que je comprends pas. Effectivement, il en parle souvent. Et puis on est devenus potes avant de bosser ensemble. Et puis un jour il vient me voir, il savait que j'avais une première activité dans l'immobilier, que j'étais toujours en recherche de nouveaux projets aussi, d'idées d'innovation. Et puis il est venu me voir avec un article sur une boîte américaine, dont j'ai oublié le nom, et qui était la première à faire du crowdfunding immobilier locatif. C'est un mécanisme qui consiste en gros à pouvoir vendre un bien à 1 millier ou 10 000 personnes par petit ticket de 100 euros. Et il est venu me voir en me disant tiens ça c'est intéressant, toi qui es dans l'immobilier, dis-moi ce que tu en penses. Et puis je lui dis bon, je vois pas tellement l'intérêt du truc par rapport à, si on le considère comme un produit d'investissement, je vois pas tellement l'intérêt, mais par contre il y a peut-être des choses à faire avec ce mécanisme, il est vachement intéressant. Puis on a commencé à réfléchir ensemble, à brainstormer sur des trucs comme ça. Puis un jour en fait on s'est dit mais ça peut être un très bon outil pour des gens qui voudraient investir dans l'immobilier mais qui peuvent pas, qui sont indépendants, qui sont des gens comme nous en fait, qui n'ont pas 3 bilans à montrer à leur banquier pour faire un crédit, mais qui ont envie de mettre un peu d'économie quelque part. Donc on s'est dit ça peut être première piste intéressante. Et de là en fait on s'est laissé, quand on arrive avec cette idée, on s'est laissé en gros 15 jours, 3 semaines pour valider juridiquement si ce qu'on disait ça tenait la route. Donc on s'est plongé dans les textes de référence, c'était passionnant. Et pour réfléchir à tout ça, on s'était mis une deadline en fait en se disant tiens, si à cette date-là, c'est soit on y va, soit on n'y va pas. Le go, no go, et en fait, à la date en question, c'était il y a à peu près 2 ans maintenant. On s'est dit il n'y a pas de raison de ne pas y aller, il est top le projet, donc on y va. Sur la collaboration, en fait, ça s'est fait très naturellement parce je pense qu'on est assez semblables dans la manière de bosser. On a le même âge, on a un peu les mêmes rythmes de vie. En fait, on s'est juste posé une fois avant de s'associer, et en se disant, ok, si ça se passe mal entre nous, comment on gère ça, comment est-ce qu'on décide ça, enfin voilà, ce qui est relativement sain de faire avant de s'associer, de se prendre un moment, de voir si on est en accord, qu'on a un peu les mêmes valeurs, un peu les mêmes références. Il y a une question, alors on a un consultant là-dessus, ça c'est une super question à se poser, qui nous a dit, pour réfléchir, si tu veux t'associer avec quelqu'un, pose-toi la question, si je te donne 1 million d'euros demain, est-ce que tu t'associes quand même avec ce mec? C'est une question qui sous-entend, est-ce que si ce mec tu peux l'embaucher, tu t'associes quand même avec quoi? Si la réponse est je m'associe quand même avec lui, c'est que ok, vous êtes complémentaires, on va pas sur le même projet. Si la réponse est non, c'est que peut-être que tu t'associes pour des mauvaises raisons. Combien de start-upers on voit arriver, ah mais je développe pas, il faut que je m'associe avec un développeur, ou ah mais j'ai un super produit mais je sais pas le vendre, il faut que je m'associe avec un bizdev. Non, t'associes pas, c'est pas son projet, c'est le tien. Donc soit tu l'embauches, soit tu te débrouilles sans lui, mais et si on réfléchit autour de nous, en fait les plantades qu'on a vues d'associations qui ont tenu 15 jours ou qui ont tenu 3 mois, on en a vu. On en a dans notre entourage, et des gens qui sont pris individuellement très bien et qui bossent très bien mais que ça marche pas, c'est souvent que le match ne faisait pas au départ. Et il y avait juste 2-3 bonnes questions à se poser en fait. Vous voulez te poser tous les deux Ouais, on s'est posé beaucoup de questions. Après, on ne s'est pas posé celle-là en particulier, mais. T'aurais dû. Mais voilà. Non, mais en tout cas, voilà. Et en fait, souvent, c'est de ça que ça part en fait, une aventure entrepreneuriale. C'est que soit tu es tout seul, tu as une idée qui te fait kiffer, tu y vas, il n'y a pas de problème. Soit tu rencontres quelqu'un avec qui tu es très complémentaire. Et voilà, enfin, mon associé, il n'y a pas plus différent dans les. On a plein de valeurs communes, mais par contre, on n'aime pas du tout les mêmes choses, on bosse pas du tout pareil, on n'a pas du tout les mêmes compétences, et ça marche très bien, quoi. Donc voilà, l'aventure humaine, elle est là, et puis après, c'est le noyau fondateur, mais après, tu rencontres plein de monde, sans parler même des clients et des fournisseurs qui arrivent toujours après dans un second temps, mais des gens qui soutiennent le projet au départ. On est incubé par la caisse d'épargne, on a fait plein de super rencontres grâce à ça, les gens qui gèrent l'incubateur, les autres startups. C'est humainement, en fait, je pense que les projets se construisent. Après, la techno et le marché derrière, ça on trouve pas, mais c'est du coup en fait Quenzi, voilà, c'est aussi Dovimo était une belle première aventure qui tient, qui a été lancée seule pour qui le a coup, été lancée seule, ouais. Et j'ai vu le confort de ça et les limites de ça. Le confort, c'est que tu te débrouilles, quoi. Tu fais ce que tu veux, tu as de compte à rendre à personne. Alors c'est bien et c'est pas bien, mais si tu fais pas trop de bêtises,
grave ou que tu arrives à être honnête avec toi-même, c'est plutôt bien. Par contre, quand tu pars en vacances, tu laisses le téléphone allumé. Et quand il y a un truc sur lequel tu n'as pas envie d'avancer, tu n'avances pas. Alors que quand tu es deux, tu te poses, tu dis ok, là aide-moi, je comprends pas, ou on réfléchit à ça, ou t'as un alter ego à qui tu as des comptes à rendre, et ça te force parfois à avancer. Et voilà, après, tu as d'autres contraintes d'être associé, faut se mettre d'accord, donc si tu n'es pas d'accord, on fait comment. Mais là où une association fonctionne, à mon avis, c'est quand d'une situation où les gens ne sont pas d'accord, on sort avec une solution qui est meilleure que les deux solutions individuelles proposées. Ça, chaque fois qu'on se prend la tête sur... Bon, ça arrive pas souvent, mais chaque fois qu'on était en désaccord profond sur un sujet avec Draltan, on s'est mis ensemble, on s'est dit, ok, moi je pense qu'il faut faire comme ça, moi je pense qu'il faut faire comme ça. Et systématiquement, la solution qui est sortie, c'était jamais l'une ou l'autre. C'est la bonne troisième option. On espère, et sans tomber dans le consensus pourri en fait. Parce que de faire plaisir à tout le monde, de s'entrancher, c'est nul aussi. Donc c'est de comprendre. Moi, je me dis toujours, bon, j'ai un mec qui est en face de moi et qui est intelligent. Donc s'il pense ça, il a une bonne raison de le penser. J'essaie de comprendre pourquoi. Et lui, il se pose il se dit peut-être pas que je suis intelligent, mais il se pose la même question. Non, et on se pose la question de dire, mais pourquoi ce mec en face de moi avec qui je bosse depuis 2 ans, il pense ça et que moi je pense pas pareil. Qu'est-ce qui fait qu'on a une analyse totalement différente? Du coup, ça nous oblige à ne plus être dans l'intuition, mais être dans le rationnel. Effectivement, souvent on sort avec une solution qui est meilleure que les solutions individuelles. Je pense que ça, c'est une association qui fonctionne, quoi. Et voilà, du coup, ça, c'est plus confortable que d'entreprendre tout seul. Après, tu as toutes les contraintes de l'organisation, toutes les contraintes du fait que du coup, tu peux pas. Enfin, il y a des décisions où tu te dois d'en parler à ton associé aussi. Donc, voilà. Il n'y a pas de solution idéale, mais en tout cas, pour ma situation perso, je trouve ça très cool d'avoir les deux en fait. D'avoir un projet où j'ai un peu la main sur la barre et d'un autre projet où je suis obligé toujours de discuter avec mon associé parce que c'est des réflexes très différents et c'est des manières de réfléchir très différentes qui sont super enrichissantes en fait. Et voilà. Sur l'association, en tout cas, c'est plutôt. Je pense que j'aurais du mal à réentreprendre tout seul aujourd'hui. Peut-être pas associé, mais en tout cas tout seul dans le projet, il faut que j'ai des personnes proches du projet. La première, ça a été compliqué au départ quand même, des fois. Ouais. Donc c'est quand même un super soutien. On va revenir un peu sur ta vie perso. Je sais de sources informelles que tu vas être papa. Oui. Je voulais connaître ta position sur les vaccins. Non, je déconne. Les vaccins, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Vaccinez vos enfants, pas de conneries. Je voulais savoir dans quelle mesure ça a affecté ou non ton ambition d'entreprendre et tes entre guillemets tes grands objectifs de vie. Ouais. En fait, je pense que... Alors, je fais partie de ces papas que j'imagine modernes, mais qui sont peut-être déjà ringards. Ce qu'on appelle les papas poussettes. C'est que moi, j'ai absolument pas de problème à me trimballer avec un gosse, à lui changer ses couches et à prendre une journée de ma semaine sur mon temps de travail pour m'occuper de lui. Enfin, moi, je suis très comme ça. J'ai envie de m'impliquer dans l'éducation de mes enfants. De mon enfant, en tout cas, pour l'instant. Et du coup, ça te fait revoir toutes tes priorités, en fait. Sur le temps que tu passes au travail, sur l'énergie que tu dois garder pour faire d'autres choses à côté. Là aujourd'hui, tant que tu n'as pas d'enfant, tu peux rentrer alors que j'ai une compagne, mais je peux rentrer tard le soir parce que je me suis mal organisé dans ma journée et puis c'est pas grave. Je peux bosser tout le week-end si j'ai mal géré ma semaine ou que je me suis mal organisé sur certaines choses. Et puis tant pis, c'est moi qui perds mon week-end, mais ma compagne, elle l'accepte dans ce cas-là. Quand tu as un môme et que tu dois t'en occuper, que tu dois te lever le matin et qu'en plus tu as un niveau d'énergie qui est sans doute et là c'est plus toi qui peux témoigner. On va changer de siège, après je vais te poser 2-3 questions, mais c'est quand tu as un niveau d'énergie qui est un peu plus bas parce que tu t'es réveillé 2 fois la nuit pour donner des biberons, je pense qu'il faut s'organiser différemment. Donc moi mes priorités sont je sais que mon enfant passe en priorité avant mes sociétés, mais pas au point de les laisser mourir, quoi. Le but du jeu c'est de jongler avec tout ça, mais par contre je veux du temps pour mon gosse et du coup je pense qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont, mais qui est de s'organiser, toujours progresser dans l'organisation en fait. Parce que si tu regardes sur ta semaine, le temps où tu es productif, en fait, c'est pas du tout le temps que tu passes au travail. Et le but du jeu, c'est d'être productif quand tu es au travail, et quand tu n'es pas productif, de faire quelque chose d'autre, quoi. Et typiquement, si tu dois chercher ton petit à la crèche à 18h, tu t'arranges pour tout faire avant 18h.
Donc, mais ça, là-dessus, je pense on tournera à la fin de l'interview. Tu nous donneras 2-3 conseils parce que je pense que j'ai pas mal de trucs à apprendre là-dessus. Moi aussi. Je suis pas encore tip-top, mais Ouais. on progresse. Mais toi, alors, juste, je me permets. Hein. Toi, ça a changé quoi quand tu as eu ton premier enfant sur ton organisation? Bah, pas mal de choses. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir une femme voilà, qui a un peu pété un plomb après avoir eu son enfant, qui a décidé d'arrêter de bosser pour s'en occuper. Donc moi finalement j'ai pas été tant impacté que ça professionnellement. Après, voilà, fallait forcément rentrer plus tôt, fallait être beaucoup plus présent et c'était un vrai plaisir. Et moi en plus alors comme tu dis en fait, moi ça m'a contraint à m'organiser mieux pour torcher la journée de boulot avant 18h. Torcher les petits. Etc. Voilà. Alors après, entre-temps, bah, j'ai monté une société, j'ai eu une deuxième petite, et voilà, c'est encore faut monter d'un cran. Je n'ai pas encore toutes les astuces, mais ça se fait. Mais ce qui est bien, c'est que ça oblige à mieux s'organiser, ça oblige aussi à pas faire n'importe quoi au niveau budget quand on est entrepreneur, et ça cadre. Oui, oui non, ça c'est vrai que c'est un truc, j'en ai pas parlé, mais par contre, on a tous un point commun entrepreneur, c'est que nos rémunérations sont hyper fragiles. Ça dépend de pas grand chose, et du coup, il y a peut-être des risques que tu peux plus te permettre de prendre. En tout cas, je pense qu'il y a dans ma manière de concevoir des projets, je pense qu'aussi, il y a sans doute des choses qui vont peut-être un peu changer. Ouais. Mais après, bon, moi j'ai la chance. Alors, pour moi, c'est une autre chance, c'est que ma compagne, alors, elle travaille, mais par contre, elle est salariée en CDI quelque part où elle gagne sa vie correctement. Donc au pire, alors, pas de la lettre homme au foyer, j'aimerais bien. Mais de la lettre homme au foyer, ça le fera pas, mais bon, j'ai ce filet de sécurité, donc ça c'est cool. Quand même. Et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent, mais pour les entrepreneurs, le cercle familial proche, il est hyper important en fait. Ouais. Tu vois, soit toi qui as une compagne qui te permet qui t'enlève une contrainte, c'est d'être là à l'heure pour la crèche ou à ce moment-là, ou moi qui me permet, bah tiens, je peux pas me payer ce mois-ci, on va se débrouiller. C'est quand même, sans ça on pourrait pas. Mais bon, sans ça on n'aurait pas d'enfant. Dernière question, l'émission s'appelle Quoi ma gueule? Ça te fait penser à quoi à part la chanson de Johnny? J'ai pensé à vous cette semaine parce que j'ai vu une pub dans le métro pour un film et c'est Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Alors vous allez voir, je pense que vous pouvez les attaquer hein, clairement. C'est un film Pixar en plus, c'est un gros truc donc il y a sans doute un peu d'argent à récupérer. Parfait. Tu peux noter ça. À part la chanson de Johnny, Quoi ma gueule? Il y a ce côté, si j'imagine quelqu'un qui me dit quoi ma gueule, que je croise, que je connais pas, c'est quelqu'un qui me dit tu remarques quelque chose chez moi qui est différent et ça te plaît pas, c'est quoi le problème quoi. Et c'est là-dessus que je trouve que ça fait écho avec le monde de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est encore une petite secte quelque part, alors même si c'est hyper à la mode maintenant les startups et tout, quand tu discutes avec Tata Suzette ou avec ton pote qui est salarié chez Alstom, ils te trouvent toujours super bizarre quoi. Et ils trouvent les indépendants bizarres. Mais en fait, c'est le monde dans lequel moi j'étais avant de monter ma première boîte. C'est que tu as l'impression que le monde c'est le CDI et que tu faut avoir un patron et une boîte, etc. Et qu'à côté, les mecs c'est des azous quoi. On ne sait pas trop ce qu'ils font, ils sont un peu. Voilà, ils font des trucs totalement obscurs. Et voilà, moi, voilà ce que ça m'évoque. Le côté de me dire, ok, c'est un monde un peu différent, avec des gens un peu différents. Mais c'est un monde faut rentrer dedans pour comprendre pas mal de choses. C'est peut-être un monde aussi qui mérite de mûrir encore. Ouais, de mûrir, mais il y a déjà beaucoup. Enfin, c'est déjà. C'est plus qu'un épiphénomène maintenant, c'est quand même une tendance de fond. Tu regardes le nombre d'espaces de coworking ou d'incubateurs qui ouvrent maintenant chaque année. Enfin, il y a 10 ans, un incubateur, tu en avais 2 à Lyon, des espaces de coworking, ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu en as un qui ouvre tous les 15 jours, des incubateurs, tu en as partout. C'est devenu hyper à la mode de monter une boîte. Donc c'est devenu, ça rentre dans les mœurs. Et je pense que les générations qui arrivent après nous, sont encore moins bêtes que nous là-dessus, c'est-à-dire que ce que je te disais au début, en fait, moi j'ai fait des études jusqu'à 23-24 ans parce que c'est ce qu'il fallait faire. Après j'ai bossé parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et puis depuis mes 30 ans que je me suis lancé, je désapprends toutes les conneries qu'on m'a obligé d'apprendre pendant 10 ans. Oui, mais tu as même appelé ça une erreur de parcours, alors que nous c'est le parcours qu'on nous a vendu à l'école. Exactement. Notre scolarité. C'est ça, et je pense que ceux qui arrivent derrière nous sont encore plus conscients de ça. Alors peut-être parce que justement il y a des gens qui essuient les plâtres avant eux. Mais je pense que c'est une évolution qui est vraiment... c'est une tendance de fond et puis ça va modifier même les grosses structures maintenant. De toute façon, tu vois, les plus grosses sociétés du monde aujourd'hui,
les plus grosses valorisations, c'est les Google, les Facebook, les Amazon, etc., qui ont déjà adopté des méthodes de travail très différentes de ce que tu peux trouver chez Renault, chez PSA aujourd'hui, quoi. Donc c'est super intéressant ce qui est en train de se passer. Mais maintenant le truc est lancé, quoi. Ça va mûrir, ouais, ça va même changer, mais je pense que c'est plus que ça, c'est que la société est en train de se transformer autour de ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Ouais. Merci David. Merci Émile et merci Olivier. Merci à tout le monde. Ciao.